Bonsoir Hervé Le Treut. Bonsoir. Alors vous êtes climatologue, docteur en physique du climat, un des meilleurs spécialistes de la physique et de l'évolution du climat en France. Vous êtes membre, je vais citer quelques-unes de vos qualités, membre de l'Académie des sciences, membre du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Vous êtes professeur à l'École Polytechnique et à l'Université Pierre et Marie Curie. Alors je cite aussi quelques-uns de vos livres. Vous avez écrit entre autres L'effet de serre, Allons-nous changer le climat? C'était avec Jean-Marc Jancovici, je crois. Nouveau climat sur la Terre, comprendre, prédire et réagir, tous les deux chez Flammarion. Et puis tout récemment, Sur quelle planète bleue ai-je atterri, qui est un livre illustré pour les enfants avec Anna Alter aux éditions Le Pommier. Alors officiellement, on l'a dit, l'heure est plutôt à l'optimisme au Bourget, même si tout le monde sait que le plus dur ne fait que commencer. Vous faites partie de ces optimistes, Bruno Le Treut? Hervé Le Treut, pardon. Alors, optimiste sur l'ensemble des objectifs qui ont été fixés pour cette conférence, on le verra. Mais ce que je pense, c'est que d'ores et déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été acquises. Le fait que 180 et quelques États aient produit chacun un document avec des propositions, qui sont des propositions qui ont été réfléchies dans chaque État, c'est quelque chose d'entièrement nouveau, c'est quelque chose qui ne s'était jamais vu. Le fait que chaque État vienne devant cette conférence avec des promesses... Voilà, c'est des propositions en forme de promesses, et je pense que ça s'était jamais vu à cette échelle-là. Le fait aussi qu'il y ait dans cette conférence une participation si forte des différents secteurs de la société civile, les régions, les entreprises, les mouvements citoyens. Donc tout ça donne un climat qui, à mon avis, conduira à un accord. Reste à voir ensuite la force de cet accord, l'ambition de cet accord, si elle est suffisante par rapport aux attentes. Une des questions centrales de cet accord, c'est comment arriver à limiter le réchauffement à 2 degrés. Pour certains, même, ça devrait être 1,5, en particulier les îles du Pacifique, qui risquent d'être inondées assez rapidement. Mais on a l'impression, pour l'instant, on est plutôt sur une trajectoire de plus 3 degrés. Donc il y a encore du boulot. Oui, alors il faut voir ça dans un mode un peu séquentiel. Les promesses qui vont être faites et les accords concernent en fait la période 2020-2030. Oui. Quand on parle de 2 degrés, on parle plutôt de la fin du siècle. Donc là, on est en train d'essayer d'initier une dynamique, en sachant que si on veut vraiment rester sous les 2 degrés, il faudra de toute façon, à terme, se priver de charbon, de pétrole, de gaz naturel. Ce qui veut dire qu'on pourrait aller à plus de 2 degrés et puis redescendre vers 2 degrés à la fin du siècle, c'est ça? Ce qui veut dire que... Ce qu'on fait maintenant est surtout destiné à enclencher une dynamique pour le reste du siècle. Effectivement, on pourra avoir des effets de rebond. Mais le plus important, c'est effectivement de démarrer, d'avoir un recul des émissions qui soit le plus rapide possible, et que cette COP mette en route cette dynamique-là et la mette en route pour longtemps. Et pour mettre en route cette dynamique, il faut faire ce qu'on appelle décarboner notre économie, ce qui veut dire diminuer progressivement la part des énergies fossiles dans notre économie. C'est quelque chose qui vous semble réaliste, là, dès aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire au début et qui sont de l'ordre de l'économie, de l'ordre, par exemple, de la réfection des sols, des changements d'habitudes qui sont aussi peut-être alimentaires. Enfin, beaucoup de choses qui ne remettent pas en cause de manière trop structurelle nos modes d'organisation. Et puis, on aura besoin aussi, et il faut les anticiper dès maintenant, de changements structurels qui seront à la fois dans le domaine, par exemple, de l'habitat, des transports, donc des modes d'organisation, et aussi dans le choix, dans le développement des filières énergétiques. Ou de voir des filières capables de technologies capables de reprendre du CO2 à l'atmosphère. Donc il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires en parallèle et qu'il faudra entreprendre dès maintenant. Alors justement, modifier des filières énergétiques, comme vous dites, ça va prendre du temps parce que ça heurte aussi des intérêts, des lobbies très puissants. On peut penser au lobby pétrolier, au lobby automobile, ou au lobby de toutes ces industries polluantes. Est-ce que réellement il y a une volonté politique aujourd'hui, je crois que c'est un point central, de s'attaquer à ces lobbies? Il faut qu'il y ait une volonté politique, il faut aussi qu'il y ait une volonté partagée par l'ensemble des citoyens. Je pense que c'est des problèmes qui sont devenus tellement larges par tous les conséquences qu'ils ont, par tous les secteurs de la société auxquels ils touchent, qu'on ne peut pas traiter ça dans un coin. On sera obligé de regarder les risques climatiques face aux risques socio-économiques et aux autres risques environnementaux, comme ceux de la biodiversité, et voir quelle est la meilleure solution. Et ça se fera qu'avec une adhésion globale des citoyens. Alors, vous avez parlé de l'adhésion des citoyens, des localités, aussi des villes, des pouvoirs locaux, des régions. On va voir que cette COP 21 a été l'occasion d'un coup de projecteur sur une multitude d'initiatives locales pour protéger le climat. Et je propose de nous rendre au Canada pour découvrir ce qui a été mis en place et en œuvre au port de Vancouver. Le port de Vancouver, c'est le plus grand port canadien, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le port. Le reportage de notre correspondante au Canada, Catherine François.
Le port de Vancouver est une immense fourmilière, un balai incessant de navires qui accostent, de camions qui chargent et déchargent des conteneurs. Des activités vitales économiquement, mais très polluantes et énergivores. Voilà pourquoi l'administration du plus grand port du Canada a pris plusieurs mesures pour réduire cette pollution. We've gone out and consulted with many industry groups, with academics, the community. Nous avons consulté des groupes industriels, des scientifiques et les communautés impliquées. Les résultats sont meilleurs quand tout cela se fait en collaboration. And therefore we'll see better results if we do it in a collaborative way. Ainsi, depuis 2007, le port de Vancouver s'est associé avec ceux de Seattle et de Tacoma, dans l'État de Washington, pour adopter une stratégie de l'air pur. Objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 15% par tonne de marchandises d'ici 2020. Le port offre aussi d'importantes réductions de tarifs, jusqu'à 47% des droits portuaires, pour inciter les compagnies maritimes à rendre leurs navires plus écologiques. Le port a également installé dans ses terminaux des systèmes d'alimentation électrique à quai pour que les navires de croisière s'y branchent, ce qui leur permet de couper leurs moteurs diesel très polluants. Certains s'interrogent par contre sur l'efficacité de ces mesures, alors que le port de Vancouver veut accélérer son développement. Les activités portuaires vont augmenter, il me semble, de 70% d'ici quelques années. Donc c'est quand même une augmentation importante. C'est comme de mettre des panneaux solaires sur une plateforme de forage. Est-ce que vraiment ça fait une grosse différence ou pas? C'est un dilemme pour tout le monde. Prendre à la fois des décisions qui intègrent le développement économique, les communautés et l'environnement. Le port de Vancouver compte bonifier ses programmes environnementaux en place et en introduire de nouveaux. Hervé Lettreux, je vous ai vu regarder avec attention une réaction peut-être sur ce sujet de Vancouver. Oui, je pense qu'on parle beaucoup de changement climatique global et puis aussi d'effets locaux. Et je pense que la dimension locale est très importante parce que on voit à la COP21 à la fois des intérêts qui sont liés à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, l'atténuation, à l'adaptation au changement climatique. À l'échelle régionale, tout se rejoint un peu, c'est-à-dire comment s'adapter, comment diminuer les émissions, comment prendre en compte d'autres facteurs environnementaux, sociaux et trancher entre tout cela. Donc je crois que l'échelle locale est une échelle extrêmement passionnante parce que c'est là que toutes les synergies, d'une part, les contradictions éventuelles des problèmes liés au climat se retrouvent. Et relativement nouvelle dans cette prise en compte du local. Et je pense qu'il y a effectivement une dynamique très nouvelle à cette échelle-là. Ouais. Alors, en admettant que la conférence se termine par un succès, il faudra pouvoir contrôler les décisions prises. Ce sera un des enjeux de la conférence, évidemment. Qui pourrait s'en charger? Comment on parle de ces fameux accords contraignants. Est-ce qu'il y aura des sanctions à la clé? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Alors moi, je ne sais pas au niveau juridique, mais par contre, je pense qu'il y a un élément qui est très important avec ce qui s'est produit en termes des propositions qu'ont fait les différents États, c'est la transparence totale. Aujourd'hui, nous, les communautés scientifiques, par exemple, on peut accéder d'un clic à toutes ces propositions, les évaluer ce que propose un pays. Et je pense qu'on aura. C'était pas le cas à Copenhague en 2009, par exemple. On n'avait pas du tout cette même information. Donc je pense que dans le futur, la transparence sera certainement un des outils, certainement pas le seul, mais un des outils de la surveillance. Et que je suis scientifique, je pense que la communauté scientifique sera disposée à aider de tout ce qu'elle a comme moyen de mesure, comme moyen d'évaluation, cette tâche qui sera extrêmement importante. Alors, Hervé Lettreux, dans certains pays, aux États-Unis en particulier, il y a encore ce qu'on appelle des climato-sceptiques. Qu'est-ce que vous leur diriez à tous ces gens qui pensent qu'on doit analyser les changements climatiques sur un temps plus long et qu'en fait, on ne serait peut-être pas réellement entré dans une période de dérèglement et de réchauffement climatique? Je pense qu'il y a de toute façon des changements naturels qui s'expriment à de très longues échelles de temps. Il y a une chose qui est indubitable, c'est que les émissions de gaz à effet de serre se sont traduites par des augmentations de la teneur atmosphérique en gaz à effet de serre considérables et qu'on sait que ça a toujours un impact fort sur le climat. Donc la preuve, la charge de la preuve est inversée maintenant. On a mis tellement de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que ne pas prendre en compte le risque que démontrent toutes les études scientifiques à ce propos, je pense que c'est nous exposer à des dangers plus grands encore si on les néglige et si on les oublie. Quand on pense gaz à effet de serre, on pense
en priorité au dioxyde de carbone, mais il n'y a pas que le dioxyde de carbone, il y a aussi le monoxyde ou le dioxyde d'azote qui est tout aussi dangereux. Oui, en fait, il y a aussi le méthane, il y a aussi les fréons qui ont été, une part d'entre eux a été bannie parce qu'ils attaquaient la couche d'ozone, mais il en reste d'autres qui sont... C'est ce qu'il y avait dans les frigidaires et dans voilà, donc on a des produits voilà, on a des produits de substitution qui attaquent la couche d'ozone, donc il y a toute une variété de processus qui contribuent à l'effet de serre, et c'est l'ensemble de ces processus qu'il faut réussir à éradiquer progressivement. Vous diriez qu'il y aura un avant et un après la COP21, que c'est vraiment la dernière chance, en tout cas une des dernières chances pour notre planète ? Alors, c'est toujours un petit peu emphatique de dire ça, mais je pense qu'effectivement, c'est un point de rendez-vous extrêmement important. Il n'y en a pas eu beaucoup des points de rendez-vous. Il y a eu Kyoto, que c'était pas très longtemps après le sommet de la Terre de 92 à Rio. Il y a eu Copenhague, qui n'a pas bien fonctionné en 2009. Et il y a ce point de rendez-vous qui a été préparé depuis 4 ans à peu près. Donc, c'est d'autant plus important qu'on sait qu'au rythme actuel, si on veut rester sous les 2 degrés, on a 20 ans d'émissions. Donc, si on n'arrive pas à les diminuer rapidement, les échéances sont devenues assez courtes. On aura du mal à tenir la stabilisation du climat. Donc c'est effectivement un rendez-vous extrêmement important. Merci Hervé Le Treut d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes. Merci à vous. Je vous en prie. Malgré votre rhume qui, j'espère qu'il ne vous a pas trop handicapé. Merci beaucoup. Merci.